Bonjour tout le monde. Merci Monsieur le ministre. Comme le ministre a dit, ça fait 2 semaines qu'on est au Sénégal. Le but de cette visite était d'initier des discussions sur un nouveau programme avec le FMI. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au bout de ces 2 semaines, on s'est mis d'accord sur un nouveau programme au niveau du staff du FMI. C'est un programme qui va durer 3 ans et qui consiste en deux composantes. Une composante qui est le programme traditionnel que le FMI a eu dans le passé avec le Sénégal. Et c'est un programme de l'équivalent à peu près de 1,5 milliard de dollars sur les 3 ans. Et l'autre composante, c'est un programme contre les changements climatiques, une nouvelle facilité que le FMI a approuvé et adoptée en octobre de l'année passée, qui est disponible à tous les membres, et qui est l'équivalent à peu près de 300 millions de dollars aussi sur les 3 ans. Donc, un résumé, je vais vous donner un résumé de ce nouveau programme qui, au fait, porte sur 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la résilience des finances publiques. Comme vous le savez, et probablement je l'ai dit dans le passé, la dette du Sénégal a augmenté ces dernières années, principalement causée par les différents chocs, en commençant par la Covid, puis la guerre en Ukraine, la flambée des prix internationaux sur les produits pétroliers et alimentaires, ce qui a poussé le gouvernement du Sénégal, mais comme tout autre gouvernement dans les pays de la sous-région et au-delà de la sous-région, à avoir des déficits élevés. Et ceci a contribué à une augmentation de la dette publique qui s'élève à la fin de 2022 à peu près 76% du PIB. Et donc, quoique la dette est soutenable, il est important de la mettre dans une tendance baissière afin de créer une marge de manœuvre au cas où de futurs chocs puissent émerger. Et pour cela vient l'importance d'une consolidation au niveau du budget. Cette consolidation consiste principalement à augmenter les recettes internes du gouvernement, qui actuellement sont estimées à un peu plus que 18% du PIB, avec l'objectif d'atteindre le 20% du PIB hors hydrocarbures d'ici 2025. Et l'augmentation des recettes, principalement, bien sûr, elle va reposer sur le renforcement au niveau de l'administration, mais aussi avec un effort en ce qui concerne les exonérations fiscales qui sont estimées à peu près 6-7% du PIB. L'autre volet qui va aider aussi dans la consolidation fiscale, c'est au niveau des subventions, où le gouvernement s'était engagé au début de l'année de les réduire graduellement afin de les éliminer d'ici 2025. Et ceci va permettre aussi à dégager des marges qui vont contribuer à cette consolidation fiscale. Juste à titre indicatif, l'année passée, les subventions étaient estimées à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Donc c'est assez considérable comme dépenses qui, par contre, peuvent être rationalisées et permettre à dépenser plutôt dans le secteur social, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé ou de l'infrastructure. Donc ça, c'est un peu en résumé le premier axe sous le nouveau programme. Le deuxième axe ou pilier consiste à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ici, premièrement, il y a les mesures qui doivent être finalisées, qui vont permettre le Sénégal de sortir de la surveillance renforcée sous le GAFI, ou comme on appelle la liste grise. Le gouvernement a déjà pris la plupart des mesures, et probablement toutes elles sont déjà prises. La décision du GAFI se fera en octobre, je pense, et donc en espérant que le Sénégal pourra sortir de cette liste de surveillance renforcée. Le deuxième point sous cet axe, c'est le renforcement
des prérogatives de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, de façon à ce qu'il puisse avoir plus de pouvoir d'investigation et de suivi des dossiers qu'ils transmettent au procureur de la République. Un troisième point aussi sous cet axe, sous ce pilier, c'est le renforcement de la déclaration du patrimoine et l'élargissement de son champ afin que ce soit déclaration de patrimoine et aussi des intérêts, que ceux qui doivent faire la déclaration doivent aussi déclarer. Et puis le dernier point ici, c'est la mise, promouvoir un nouveau code de déontologie pour tout ce qui est la gestion des affaires publiques. Le troisième pilier, c'est le pilier de la résilience qui s'axe sur la résilience socio-économique et à travers une poursuite des réformes afin d'améliorer le système de protection sociale et promouvoir surtout le développement du secteur privé. Ceci principalement consiste à renforcer le secteur privé à travers la création de nouveaux emplois, solidifier le système financier, que ce soit la poste ou le secteur bancaire en général, réduire les inégalités basées sur le genre et comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le système de protection sociale. Actuellement, il y a la base de données, le RNU, qui couvre à peu près 550-560 000 ménages. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre à peu près 1 million de ménages d'ici le milieu de l'année 2024. Et en augmentant le nombre de ménages à travers le RNU, il y aura plus de ciblage quand il y a un choc, et ceci aussi en même temps permettra au gouvernement, au lieu de donner des subventions généralisées à tout le monde, à donner plutôt une aide, une assistance qui est assez ciblée à travers le RNU. Et puis le dernier axe, c'est l'axe qui se concentre sur le renforcement de la résilience et le changement climatique, et ça a un rapport avec la seconde facilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, la facilité de résilience et de durabilité. Cet axe consiste principalement à soutenir les objectifs du gouvernement en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi un pilier qui sera, si nous avons bien compris, qui fera partie du PAP 3 qui est actuellement en préparation, et aussi il permettra au gouvernement de respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne les changements climatiques. Y compris sous ce pilier, il y a aussi l'intégration, l'idée d'intégrer tout ce qui est en relation avec le changement climatique dans le processus budgétaire, de la préparation au suivi et l'exécution. Donc, toutes ces réformes, sous ces 4 piliers, on espère, permettront au gouvernement d'exécuter les réformes qu'ils ont, les réformes économiques et financières. Et si tout va bien, nous voyons les perspectives économiques avec ces réformes d'une façon favorable. Ça va permettre à la croissance d'augmenter de nouveau cette année après une baisse l'année passée à peu près à 4%. Ceci permettra une croissance non hydrocarbures cette année au-delà de 5%, 5,3%. Et si la production pétrolière et gazière aura lieu à la fin de cette année, elle pourrait être aussi au-delà des 8%. Aussi, ça va permettre, toutes ces réformes vont permettre aussi à l'inflation d'être contenue, ou du moins d'avoir une tendance baissière à partir de cette année. Comme vous le savez si bien, l'année passée, l'inflation a atteint presque un niveau record à presque 10%. Et c'est un record qui n'a pas été vu au Sénégal depuis des décennies. Et donc, en espérant que cette année, cette inflation pourra avoir une tendance baissière vers les 5%. Donc, de nouveau, je souhaite remercier le ministre et ses collaborateurs
remercier le président de la République et le Premier ministre qui nous ont accordé audience hier et avant-hier respectivement. Et en espérant que ce nouveau programme pourra vous aider, monsieur le ministre, dans vos réformes économiques et financières sur les 3 prochaines années. Et on espère pouvoir graduellement se relever dans les 2-3 prochaines années. Donc il n'y a pas une dichotomie ou bien autre chose à interpréter le fait qu'il y ait un programme avec décaissement. Et juste pour ajouter que ce n'est pas seulement le Sénégal, il y a d'autres pays dans la sous-région qui n'avaient pas de programme avec décaissement avec le FMI et qui ont sollicité le FMI pour un nouveau programme avec décaissement, ainsi que d'autres pays en dehors de la sous-région. Concernant la dette, il y a 2 facteurs qui vont contribuer à la baisse de la dette. Le premier facteur, c'est la consolidation fiscale et budgétaire que j'ai mentionné tout à l'heure et que le ministre a mentionné. Avec cette consolidation, les déficits vont graduellement baisser vers les 3% d'ici 2025. Et donc, ceci signifie qu'il y aura moins d'endettement. Et donc, le stock de la dette, quand on le mesure par rapport à l'économie, il va graduellement aussi baisser. Et il y a un second facteur, comme certains l'ont mentionné, c'est l'exploitation pétrolière et gazière qui va aussi contribuer à élargir la base, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Et donc ceci, mécaniquement, va aussi permettre que ce ratio de dette sur PIB va aussi baisser. Et donc, partant de là, nous voyons une tendance baissière au niveau de la dette. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le FMI n'a pas, en tant que FMI, on n'a pas de pouvoir d'aller investiguer la corruption. Mais il y a des institutions au Sénégal, il y a la société civile, il y a même des institutions internationales. Donc c'est à elles de poursuivre ces dossiers. Nous, de notre point de vue, ce qu'on a discuté avec le gouvernement et dont le gouvernement on est en phase avec le gouvernement, c'est l'OFNAC qui a été créé depuis à peu près 10 ans. Il serait important de faire une revue ex post, de voir s'il y a moyen de la renforcer. Et en effet, on s'est mis d'accord qu'il y a moyen de renforcer l'OFNAC en ce qui concerne ses pouvoirs, par exemple, d'investigation, de suivi des dossiers qu'elle envoie auprès du procureur de la République. Et donc, de voir comment ceci peut être renforcé de façon à continuer à lutter contre la corruption. Le même s'applique sur la déclaration de patrimoine, qui aussi, je pense, a été mis en place il y a une dizaine d'années. Et il serait utile de revoir l'expérience ces derniers 10 ans. À titre d'exemple, ceux qui sont obligés sous la loi de faire cette déclaration de patrimoine, il y a une grande partie qui ne le font pas. Et donc, comment faire de sorte à obliger toutes ces personnes qui sont obligées de faire cette déclaration de patrimoine à s'y soumettre. Concernant les subventions, les exploitations, bien sûr, on n'est pas en train de dire les exploitations de l'énergie fossile, on n'est pas en train de dire que le Sénégal ne devrait pas en profiter comme tous les autres pays dans le monde qui ont profité de leur énergie fossile. Mais il y a des moyens de faire ceci tout en minimisant l'impact sur l'environnement et de façon à créer, à implémenter ou à prendre en mesure des réformes qui puissent permettre au Sénégal de s'adapter à ces changements climatiques, mais aussi à mitiger ou à réduire l'impact de ces énergies fossiles. Et donc, par exemple, une des choses, je pense que vous avez mentionné, c'est la réduction des subventions. En réduisant les subventions, ceci va inciter les ménages et les individus
à consommer d'énergie fossile, que ça va être automatiquement plus cher. Et donc ceci va dans le bon sens. On va vous lire exactement l'intitulé des 4 piliers pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le premier pilier, c'est le renforcement de la résilience fiscale. Comme indicateurs qui seront mesurés durant le programme, on a des indicateurs ici. Augmenter le nombre de contribuables de 25 000, ainsi de suite. Les indicateurs sont là, sur lesquels les services techniques ont travaillé. Deuxième pilier, et c'est important, parce qu'on a parlé souvent transparence, corruption, tout ça. Ça ne s'intitule pas comme ça. Ça s'intitule amélioration de la gouvernance et le dispositif anti-blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. Voilà exactement l'intitulé. Et quels sont les indicateurs dans cet intitulé? Il y a des institutions qui ont été créées au Sénégal par M. le Président de la République à son accession au pouvoir en 2012. C'est l'OFNAC. Après 10 ans de fonctionnement, un bilan a été fait. Quelles mesures additionnelles pour renforcer l'OFNAC? C'est le premier point. Deuxième point, si le président qui a institué, soumis un projet de loi adopté à l'Assemblée nationale pour la déclaration de patrimoine. Ce projet de loi qui a été exécuté jusqu'ici, comment faire pour que les assujettis puissent le faire, déclarer leur patrimoine? Donc c'est une sorte d'amélioration du dispositif qui est déjà en place. Pas de création nouvelle et autres. La liste grise de Gafi, le Sénégal va y sortir en octobre. Les équipes sont sur le terrain. C'est juste des textes qui devaient être pris et qui l'ont été maintenant, jusqu'à ce que le Sénégal puisse satisfaire les préalables pour pouvoir y sortir. C'est un point important. Voilà ce qui existe dans l'axe 2, le pilier 2. Vraiment, j'ai été clair pour éviter des confusions. Comme quoi? Parce que j'entends indicateur pour corruption. Le FMI et le gouvernement, c'est après un mémorandum de politique économique et financière que vous allez avoir et qui sera publié sur le net, sur les sites, de façon transparente. Le troisième pilier, c'est le renforcement de la résilience socio-économique avec des indicateurs comme quoi il faut mettre en place un système intégré de gestion foncière. On a un projet même qui est actuellement au cabinet, Procasef, qui est là pour la gestion foncière. Donc, c'est des améliorations pour numériser les procédures de gestion foncière. Et le dernier pilier, c'est les questions de climat. C'est les changements climatiques. Et ça nous permet effectivement, c'est ça qui nous permet d'ailleurs d'accéder au nouveau fonds de résilience et de durabilité. Je pense que c'est un nouveau fonds. Il y a un seul pays africain jusqu'ici qui en a bénéficié, le Rwanda. Oui, le Rwanda, et il y a d'autres en cours. Et il y a d'autres en cours. Et le Sénégal aura le privilège d'en bénéficier. Voilà, pour éviter, pour vraiment amener des clarifications sur ça. Et surtout sur le pilier 2, amélioration de la gouvernance et le dispositif anti-blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. C'est l'intitulé
de l'axe 2 avec des indicateurs que j'ai indiqués, que je viens de vous communiquer. L'autre point, c'est l'endettement. Je rajoute juste, parce que je pense que tout à l'heure, notre sœur de l'AS a parlé de 76% d'augmentation jusqu'à 76%. Je pense qu'il est important, j'avais déjà clarifié, vraiment j'avais déjà clarifié les 76. Si vous partez, vous regardez les indicateurs des 8 pays de l'UEMOA, vous dites Sénégal 76, Côte d'Ivoire, vous donnez Burkina, vous ne comparez pas vraiment des champs qui soient comparables. Vous devez dire 68,2 par rapport aux autres. Parce que c'est l'administration centrale qui est mesurée. Je dis, c'est le Sénégal qui a opté, parce que le Sénégal a adhéré aux normes statistiques NSDD. C'est des normes statistiques avec le Fonds monétaire, donc où en Afrique au sud du Sahara, je pense qu'on était 5 pays, jusqu'ici, 5 pays à y avoir adhéré. Le Sénégal mesure l'endettement de son secteur parapublic, contrairement aux autres. Et cet endettement est de l'ordre de 7,8%. Donc c'est un souci de transparence et d'exhaustivité. Mais pour des questions de comparaison, je pense qu'il faut valablement tenir compte de ces éléments d'appréciation. C'est important. Et qu'est-ce qui fait baisser l'endettement? Mais c'est qu'on est performant dans le recouvrement des recettes fiscales et on met en œuvre une stratégie de recettes à moyen terme. On est à 18,2% de pression fiscale, c'est-à-dire nos recettes fiscales rapportées à notre richesse nationale, et on va passer à 20% de pression fiscale à l'horizon 2025. Ce qui fait que, effectivement, on augmente nos recettes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va baisser effectivement notre taux d'endettement. L'autre élément qui est important, c'est le rebasing. Le PIB du Sénégal, qui est de l'ordre de 19 000 milliards, entre-temps, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz. Entre-temps, il y a un boutiquier du coin, nous tous qui habitons dans les quartiers, on a vu, bon, Sabodola, il y a de l'or. Maintenant, quand on recalcule notre PIB, au lieu de 19 000 milliards, ça va peut-être aller à 22 000 milliards. Si vous prenez la dette, vous le divisez par 19 000, vous prenez cette même dette, vous le divisez par 22 000, ça baisse. Or, ce rebasage, le rebasing qui est en train d'être fait par l'ANSD et le recensement général de la population et de l'habitat qui sont en cours, on aura les résultats au plus tard en décembre 2023. Ce qui fait que la nouvelle base du PIB du Sénégal, de la richesse du pays, va augmenter et l'endettement va baisser. Voilà les explications donc à ce niveau. Bon, maintenant, comme il l'a dit, la consolidation budgétaire, parce que pour l'année prochaine, 3,9% donc du PIB comme déficit budgétaire et 3% à l'horizon de 2025. Voilà la consolidation budgétaire. Après, effectivement, des déficits beaucoup plus élevés liés au fait qu'il fallait lutter contre la Covid avec le programme de résilience économique et sociale qui a été mis en œuvre, la guerre russo-ukrainienne avec son impact sur le marché domestique par une inflation importée qui a fait que, effectivement, on a pris des mesures de renonciation de recettes fiscales pour alléger donc les prix et même des mesures de subvention parce que dans le budget 2023, il était prévu 100 milliards pour subventionner effectivement les prix des denrées de première nécessité. Le reste, sur l'énergie fossile, je pense que le Sénégal est quand même dans la bonne voie parce qu'on est à 31% déjà d'énergie renouvelable. Je pense que hier, le président de la République
a eu à nous le confirmer. Je pense que c'est des points relativement importants.